Alors, parce que exactement les mêmes concepts s'adaptent à la maladie de Parkinson. Et donc, moi, je vais présenter un peu différemment, sous forme, finalement, du paysage génétique de la maladie d'Alzheimer, en vous donnant quelques exemples, et puis en essayant de voir ensemble à quoi ça pourrait mener un jour. Parkinson ? Oui, bon, je vous ai dit que c'était pareil, donc ne vous inquiétez pas. Alors, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative aussi. Et vous savez que maintenant, pour les neurologues, bon, c'est plus très difficile à reconnaître avec le ralentissement des mouvements, la rigidité, le tremblement de repos. Et puis, on a ce test thérapeutique avec les traitements par la lévodopa ou les agonistes dopaminergiques qui vont améliorer les symptômes. Et donc, avec tout ça, on fait le diagnostic. On sait aussi que neuropathologiquement, il y a une dégénérescence spécifique, mais pas spécifique, mais plutôt sélective des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriatale, et que dans les neurones qui survivent, on voit des corps de Lévy, des inclusions cytoplasmiques qui sont le marqueur histopathologique de la maladie. Donc voilà quelque chose qui a l'air simple, uniforme, bien défini, qui est la maladie de Parkinson. On sait que c'est une maladie du vieillissement, en tout cas dont la prévalence augmente avec l'âge, et vous voyez que c'est environ 1% au-delà de 60 ans et au-delà de 85 ans, 4% de la population. Donc c'est un petit peu comme une petite maladie d'Alzheimer, parce que c'est moins fréquent, moins important, mais c'est le même principe. Et puis comme dans la maladie d'Alzheimer, et je le souligne dès maintenant, il y a des formes précoces qui commencent avant l'âge de 40 ans, ce n'est pas l'âge habituel de la maladie de Parkinson. Ça touche plus les hommes, et puis on s'est rendu compte que quand on interrogeait les cas index on avait une histoire familiale dans un certain nombre de cas, 15 à 25% des cas. Et on s'est dit, il y avait peut-être des facteurs génétiques dans cette maladie. C'est pour ça que certains s'escriment à les étudier depuis quelques dizaines d'années. Mais en tout cas, à la fin du siècle dernier, on pensait vraiment, je parle du 20e, on pensait vraiment que la maladie de Parkinson n'était pas du tout une maladie génétique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu différent. Alors, la maladie de Parkinson a aussi évolué dans la façon dont on l'appréhende, parce qu'on s'est rendu compte avec les années que d'abord, il n'y a pas une, mais de multiples maladies avec des mécanismes différents. On s'est rendu compte aussi que ces lésions histopathologiques, elles n'apparaissent pas forcément que localement, elles peuvent aussi diffuser dans le cerveau, et c'est les différents stades de Braak, avec la propriété prion-like de la protéine qui s'accumule dans les corps de Lévy, qui est la synucléine. Et puis, elle ne touche pas que le système moteur. Il y a beaucoup d'autres manifestations. En particulier, le système nerveux autonome est atteint. Et puis, il y a aussi, ce qui fait quand même un peu la sévérité, des troubles cognitifs. Enfin, si on a des traitements qui sont purement symptomatiques, ceux-ci peuvent avoir des effets secondaires, dyskinésie par exemple, ces mouvements anormaux incontrôlables, ou des troubles de type désordre, troubles de l'impulsion qui sont assez gênants. Alors, à quoi peut servir la génétique dans une maladie comme celle-là ? Eh bien, voilà quelques exemples. Moi, je vais rester sur le côté droit de la figure, où on va parler des gènes causaux, que ce soit des formes monogéniques ou des facteurs de susceptibilité, et des gènes modificateurs qu'on commence à rechercher, modificateurs de l'âge de début ou de la progression. Et connaître ces facteurs a une importance en termes de stratification des patients, parce que évidemment, avec des étiologies différentes, on peut imaginer des approches thérapeutiques qui seront ciblées en fonction du mécanisme. Mais l'approche génétique peut aussi servir en termes de réponse au traitement, c'est plus de la pharmacogénétique avec des bons ou mauvais répondeurs, et puis aussi parce qu'il y a certainement des facteurs génétiques qui sont impliqués dans les effets secondaires des traitements comme les dyskinésies par exemple. Mais je vous parlerai que de ce qui est à gauche.
Voilà, alors des gènes, bon, il y en a hein, un paquet. En gros, c'est ceux qui sont fréquents. En petit, c'est ceux qui sont rares. Et ce que vous voyez, c'est que d'abord, avec le séquençage d'exome ou whole génome, ces dernières années, on n'a pas vu d'accélération véritable de l'identification des gènes dans la maladie de Parkinson. Alors c'est peut-être parce qu'on en connaît beaucoup, ou peut-être parce qu'ils sont très très rares, ceux qui restent. Et vous voyez que les ronds sont de plus en plus petits, parce que voilà, les gènes récemment identifiés expliquent un petit nombre de familles. Il n'en reste pas moins qu'en termes de mécanismes physiopathologiques, il reste très important. Alors voilà une figure que ne renierait pas Gaël, j'imagine, qui ressemble vraiment à ce qu'il vous a dit. Et là encore, vous avez en haut à gauche les formes monogéniques qui, dans la maladie de Parkinson, sont à la fois dominantes ou récessives. Puis il y a même un gène lié à l'X. Vous avez au milieu ces facteurs de susceptibilité qui sont à la fois relativement fréquents et avec des effets assez forts, mais bien sûr moins forts que dans les formes monogéniques. Et puis en bas à gauche, c'est une liste tout à fait non exhaustive de ces facteurs de susceptibilité qui sont des SNP extrêmement fréquents et avec des effets tout à fait modestes. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples dans ces trois catégories qui, évidemment, ne sont pas des catégories vraiment distinctes. Vous allez voir qu'il y a un vrai continuum entre ces facteurs de susceptibilité et les formes monogéniques. Dernier point qu'on peut voir ici, c'est que, comme dans la maladie d'Alzheimer, vous avez des gènes qui agissent à la fois en tant que gènes majeurs, formes monogéniques, quand il y a certains types de mutations, et qui, en même temps, sont des facteurs de susceptibilité, mais là, sans qu'il y ait de modification de la séquence codante, mais juste par des SNP qui vont en modifier l'expression. Donc, vraiment, c'est pareil. Alors, c'est pareil, si on veut identifier des facteurs de susceptibilité génétique, qu'est-ce qu'on fait? On prend des dizaines de milliers de patients, des milliards, non peut-être pas, mais des centaines de milliers de témoins. On fait une étude d'association genome-wide et on trouve à la fin 92 pics sur ce Manhattan plot, dont certains étaient connus, certains sont nouveaux. Et à partir de ça, on peut calculer un score de risque génétique, le Genetic Risk Score. Alors ce qui est important, c'est de voir que, bon, bien qu'il soit vendu par certains, il apporte tout seul pas énormément d'informations, puisque par exemple, si vous divisez votre population en 5, et que vous comparez ceux qui ont le moins de facteurs de susceptibilité génétique et ceux qui en ont le plus, quelle est la différence de risque entre ces deux extrêmes? Bien, elle est d'un facteur 2, voire 3. Donc, même si vous considérez qu'à 85 ans, il y a 4% des gens qui ont une maladie de Parkinson, bien savoir qu'on est porteur de beaucoup plus de facteurs de ces facteurs de susceptibilité génétique va vous conduire à avoir un risque peut-être de 8 ou 10% de développer la maladie. Donc, entre 4 et 10, tout ça, je pense, ne change pas vraiment la conduite à tenir et la perception du risque. Donc on peut dire qu'en pratique clinique, ça ne sert à rien. Bon, ça c'était le côté pas très utile, mais intéressant potentiellement, en tout cas qui donne de belles publications. Je vais venir à la partie du milieu, là, avec l'exemple, déjà cité par Gaël, de la maladie de Gaucher et du gène GBA, la glucocérébrosidase. Et on peut dire que ce gène a été mis en lumière parce que, d'une part, on savait que chez des patients qui ont une maladie de Gaucher avec une forme neuropathique, avec des signes neurologiques qui peuvent quelquefois être un syndrome parkinsonien, on trouve chez ces patients des corps de Lévy. Donc il y avait un premier lien. Deuxièmement, chez les parents et donc les apparentés de patients avec une maladie de Gaucher, il y a une incidence plus forte de maladie de Parkinson. Et donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas un facteur de risque? Et de fait, le fait d'être porteur hétérozygote
d'une mutation de la GBA, la glucocérébrosidase, fait qu'on a un risque augmenté de maladie de Parkinson, alors qu'il faut 2 mutations, c'est une maladie récessive, pour avoir la maladie de Gaucher. Vous voyez, cette première étude qui a été faite montre très clairement que dans tous les pays, il y a ce risque augmenté d'un facteur à peu près 5. On a continué ensuite à étudier d'autres populations et on a vu que, effectivement, il y avait dans toutes les populations cette odds ratio, vous voyez ici, entre 6 et 8, donc un facteur de risque majeur. Ce qui change, c'est que selon les populations, on ne trouve pas les mêmes mutations du gène GBA, mais l'effet est le même. Et deuxièmement, que la fréquence des mutations GBA varie selon les populations, dans la population générale. Vous voyez, elle est un peu plus faible en Afrique du Nord qu'en Europe. Et puis, quand on va sur les populations juives ashkénazes, par exemple, on a une fréquence beaucoup plus élevée. Donc il y a probablement des effets fondateurs de ces mutations. Mais l'effet par rapport à la maladie de Parkinson est toujours le même, donc un risque très significativement augmenté pour les porteurs de ces mutations. Alors on peut voir et on peut considérer qu'une mutation comme ça, qui à l'état hétérozygote confère un risque important, c'est finalement comme une maladie dominante avec une pénétrance réduite, puisque tous les porteurs ne présentent pas la maladie. Donc on s'est dit, mais finalement, quelle est la proportion de ces porteurs qui présentent la maladie? Et vous voyez que dans cette étude, on arrive à une pénétrance de 30%, donc un peu moins d'un individu sur 3 porteurs va avoir développé une maladie de Parkinson à l'âge de 80 ans. Donc c'est vraiment comme une maladie dominante avec une pénétrance réduite. En tout cas, c'est important à savoir pour le conseil génétique. Bon, maintenant, il y a des estimations qui peuvent être un peu plus précises parce qu'on connaît l'effet de certaines mutations qui sont plus délétères, donc associées à des risques plus élevés que d'autres. Ça, c'est important, GBA, parce que ce n'est pas seulement un facteur de risque de maladie de Parkinson, mais aussi de démence à corps de Lévy et de survenue de démence dans la maladie de Parkinson. Et pour aller un petit peu vite, vous avez en bas à gauche, alors c'est minuscule, vous voyez qu'il y a une courbe bleue qui vous montre, donc c'est une courbe de survie de l'apparition d'une démence dans une maladie de Parkinson. Et vous voyez que la courbe bleue, c'est les sujets qui n'ont pas de mutation dans GBA. Et ils ont des troubles cognitifs, mais qui apparaissent tardivement. Si on regarde ceux qui ont une mutation dite sévère du gène GBA, c'est la courbe qui est en violet, vous voyez que la démence apparaît beaucoup, beaucoup plus tôt. Et ça a une incidence pour des essais thérapeutiques. Par exemple, si on veut étudier un facteur protecteur de la démence et qu'on sélectionne des patients GBA par rapport à des patients tout venant, eh bien, on a une puissance multipliée par 6. On peut diminuer d'un facteur 6 le nombre de patients inclus dans une étude. Donc, vous voyez que c'est quand même un facteur vraiment important par rapport à la démence. Alors maintenant, je vais aborder un domaine un peu plus complexe, parce que c'est celui des formes monogéniques de maladie de Parkinson. Et d'abord, pour vous dire que dans la littérature, il y a beaucoup de gènes décrits comme des gènes de maladie de Parkinson qui n'en sont pas. Hein, c'est tout ce qui est listé en bas. Donc clairement, il y a des gènes pour lesquels on a la preuve que les résultats sont faux, ou les interprétations de ces résultats. Pour d'autres, il n'y a pas encore confirmation de leur rôle, de réplication de leur rôle dans la maladie de Parkinson. Donc déjà, il faut faire le tri dans la littérature. Ensuite, vous avez les choses là en fonction du mode de transmission, et puis je vais vous illustrer quelques exemples dominants ou récessifs. Les formes récessives étant caractérisées la plupart du temps par leur âge de début extrêmement précoce. Alors, si on regarde les populations de familles avec une transmission compatible avec une hérédité dominante, vous voyez que dans la plupart des cas, on ne trouve pas d'anomalie génétique. Quand on en trouve, eh bien, le plus important, c'est GBA. Là, c'est dans l'hypothèse que c'est une forme dominante à pénétrance réduite. Après, vous avez le gène LARC2, dont je vais vous parler, et puis le gène SNCA, qui code pour la synucléine, donc cette protéine qui s'accumule dans les corps de Lévy. Les autres gènes sont beaucoup moins fréquents. Alors, commençons par la synucléine. Donc, protéine
qui a été trouvé a posteriori dans les corps de Lévy, et donc qui fait le lien entre cette forme génétique avec des mutations du gène et la maladie de Parkinson idiopathique. Donc vous avez dans ce gène de très rares mutations ponctuelles qui donnent un syndrome parkinsonien, souvent avec des signes associés. Et puis il y a ces réarrangements génomiques qui sont des duplications ou des triplications de l'ensemble du gène qui vont conduire à la surexpression de la protéine normale et qui est suffisante pour produire une maladie de Parkinson. Et là, vous voyez ces corps de Lévy, là, ces structures arrondies, qui sont marquées par l'alpha-synucléine. Et comme il y a des duplications et des triplications, on peut comparer les phénotypes des deux sortes de patients. Et vous voyez clairement un effet de dosage du gène, puisque plus il y a de copies multipliées du gène, triplication par rapport à duplication, et bien plus l'âge de début est précoce, plus la durée d'évolution jusqu'au décès est rapide, et plus le tableau clinique est complexe avec de nombreux signes associés, vous voyez, myoclonie, potentio orthostatique, etc. Donc, une forme, un effet de dosage sur la sévérité de la maladie. Et donc, on a appris qu'il y avait donc des différents missense, ceux-là sont pathologiques, qui donnent un tableau qui ressemble souvent à la démence avec corps de Lévy, c'est-à-dire un syndrome parkinsonien, mais dans lequel les troubles cognitifs sont vraiment au premier plan. Il peut y avoir des triplications et des duplications, avec bien sûr pour les triplications, comme je vous l'ai dit, un tableau plus sévère, plus précoce. Et puis il y a tous ces variants dans la séquence non codante de la synucléine qui sont capables d'augmenter le risque de maladie de Parkinson, donc à la fois forme monogénique et facteur de susceptibilité. Donc ça, c'est une forme rare, mais qui nous a éclairé quand même sur la physiopathologie de la maladie, puisqu'elle a permis de découvrir finalement de quoi étaient faits les corps de Lévy. Le gène dominant intéressant suivant, c'est celui-là, c'est le gène LARC2, une kinase, dont on connaît quelques substrats, et dans lesquels il y a en rouge des mutations clairement dominantes, et en bleu des facteurs de susceptibilité qui sont présents dans la population asiatique et pas européenne. Et parmi ces mutations dominantes, il y en a une qui s'appelle G20-2019S, qui est clairement extrêmement fréquente dans certaines populations, et on a montré que, par exemple, en Afrique du Nord, c'est plus du tiers des patients, qu'ils aient une histoire familiale ou pas, qui sont porteurs d'une cause génétique déterminée, donc de maladie de Parkinson. Chez les juifs ashkénazes, c'est presque la même situation avec une fréquence un peu inférieure, alors que dans le reste du monde, c'est soit des mutations très rares, et vous voyez qu'en Europe, c'est de l'ordre de 1% dans des cas isolés, un peu plus quand les cas sont familiaux. Donc, une mutation là qui se trouve extrêmement fréquente dans certaines populations, mais qui est associée à une pénétrance très réduite. Et dans l'étude qu'on a faite ici, en Afrique du Nord, par exemple, on voit que seulement 15% des porteurs de mutation ont développé une maladie de Parkinson à l'âge de 80 ans. Donc 1 sur 6, encore moins que pour la glucocérébrosidase, la GBA. Et donc, alors qu'on considère GBA comme un facteur de susceptibilité, l'ARC2 a été considéré comme un gène dominant. Donc il y a certainement des facteurs qui modulent cette pénétrance, c'est ce qu'on est en train de rechercher, mais je crois que c'est très important à connaître parce que ça veut dire qu'en termes de conseil génétique, ça a une importance capitale. Les résultats sont assez controversés parce que selon les populations, on a l'impression que la pénétrance varie. Elle est par exemple de 30% dans les populations, dans les études faites en Israël. Ça, je vais peut-être passer. Voilà, maintenant je voudrais passer un petit peu aux formes récessives, pour ne pas prendre trop de retard, pour vous dire que ces formes récessives, elles sont associées à un début précoce. C'est pour ça que là, il y a l'âge de début. En haut, quand vous avez des formes inférieures avant 40 ans, vous voyez que si elle est compatible avec une transmission récessive autosomique, eh bien vous trouvez ces gènes qui sont en bleu pâle pour la Parkin, le plus fréquent, et les autres gènes de forme récessive constituent la majorité des cas. Quand on passe à des cas apparemment sporadiques, isolés, la fréquence diminue. Et puis, si vous testez des patients plus âgés, on trouve
presque pas de mutation. Pourquoi? Parce que vous avez ici la distribution de l'âge de ces patients en fonction des formes récessives ou de cas isolés. Mais vous voyez bien que pour tous ces gènes, plus l'âge de début est précoce, en tout cas pour la Parkin, plus la fréquence des mutations est élevée et que globalement, à partir au-delà de 60 ans, on ne trouve jamais de mutation de ces gènes qui expliquent une maladie de Parkinson. Et que, bon, si on a affaire à une forme très précoce, il y a des chances importantes que ce soit ce type de gène. La répartition des gènes varie un peu selon les populations. Vous voyez ici que, par exemple, en Europe, on a plus fréquemment le gène Parkin que le gène PINK1, et c'est l'inverse en Afrique du Nord. Donc la Parkin, c'est le gène le plus important. Il y a toutes sortes de mutations, et ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient les mutations, que ce soit des missense, des réarrangements, etc., ils aboutissent à une perte de fonction avec un phénotype qui est complètement indistinguable. Donc il n'y a pas de corrélation entre la mutation et entre la nature de la mutation et le phénotype. Dernier point pour la Parkin, c'est que ces maladies commencent extrêmement tôt, mais évoluent extrêmement lentement. Ce qui fait que quand vous regardez les stades de progression de la maladie et la durée que mettent les patients pour arriver dans ces différents stades, vous avez à droite la maladie de Parkinson idiopathique, habituelle, du sujet âgé. Vous voyez qu'en 10 ans, il est au stade 5. Chez les cas Parkin, il faut, pour faire le même chemin, 40 ans. Donc elle évolue 4 fois moins vite, ce qui veut dire que vous avez des sujets qui ont 60, 70 ans et qui ont commencé la maladie à 30 ans et se portent toujours pas trop mal et en tout cas restent très longtemps sensibles au traitement. Pour PINK1, je ne vais pas en parler, mais c'est exactement le même principe. Et ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, ces deux protéines interagissent à la mitochondrie et sont impliquées dans le processus de mitophagie et bien d'autres conséquences. Et on peut dire que finalement, les déficits de ces protéines entraînent des pathologies dites mitochondriales. Alors, il y a plusieurs pathways qui sont impliqués, et ça, c'est ce que nous ont appris les gènes. Évidemment, il y a tout le métabolisme de l'acétylcholine avec cette capacité à se propager d'une cellule à l'autre. Il y a des problèmes intracellulaires de trafficking vésiculaire et de protein sorting qui viennent, par exemple, avec le gène LARC2. Ça peut être aussi un dysfonctionnement lysosomal ou du protéasome qui est impliqué dans la dégradation de l'acétylnucléine. Et puis, comme je vous l'ai dit, dysfonction mitochondriale pour les autres. Alors, je voudrais terminer sur cette diapo pour vous dire à quoi ça sert. Parce qu'à chaque fois que je fais un topo à des neurologues, ils me regardent avec condescendance, ils s'endorment un peu, et à la fin, ils disent très bien, qu'est-ce qu'on fait de ça? À quoi ça sert, ce que vous faites, Brice? Eh bien, voilà. Alors maintenant, j'arrive et j'ai quelques biscuits pour leur dire que ça va finir par servir. Alors, je dis d'abord pour le diagnostic, ça peut vous aider de faire un diagnostic. Regardez, les gènes récessifs, il faut juste se souvenir que s'il y a une histoire familiale de cible atteint, on a des chances, et que le début est précoce, en tout cas toujours avant 60 ans. Un cas isolé, même très précoce, peut être une forme Parkin ou PINK, donc il faut les tester. L'ARC2, vous avez vu que si vous avez un patient d'Afrique du Nord, vous avez une chance sur 3 de vous tromper. Enfin, 2 chances sur 3 de vous tromper seulement. Parce que plus d'un tiers ont la mutation G2019S. Ne pas oublier que la pénétrance est réduite. Voilà. Et donc, pour le diagnostic, je crois que c'est important. Pour le conseil génétique, il faut bien sûr tenir compte du piège de la pénétrance pour toutes ces formes dominantes. Et puis, il y a ces facteurs pronostiques maintenant, puisqu'on commence à voir se dessiner avec GBA et les mutations de la synucléine des tableaux qui sont quand même plus sévères, plus rapidement évolutifs, alors qu'à l'inverse, les cas Parkin et PINK1 sont de très bons pronostics, en tout cas pour rapport à l'évolution de la maladie. Et puis enfin, on arrive au traitement. Là encore, c'est comme pour le Huntington ou l'Alzheimer, on va voir si ça marche, mais en tout cas, il y a des pistes. Et il y en a 3 principales. Le premier, c'est avec l'ARC2. On a vu que toutes les mutations responsables de formes dominantes entraînent une augmentation de l'activité kinase. Donc,
il y a plein d'inhibiteurs de kinase qui commencent à être testés, spécifiques de l'ARC2, donc c'est une piste. Deuxièmement, pour la GBA, on pense qu'il y a un déficit effectivement de l'activité, et donc il y a des essais de chaperone pour restaurer cette activité et voir si on peut corriger le phénotype. Et enfin, quand il y a des mutations qui entraînent une surexpression de l'alpha-synucléine, eh bien, on peut identifier, puis finalement c'est un gain de fonction, on peut imaginer, comme pour la maladie de Huntington, des approches d'azo ou d'anticorps monoclonaux. Donc pour l'instant, aucune de ces approches thérapeutiques n'a donné de résultat, hein, mais au moins on connaît les cibles et on sait comment essayer de les toucher. Donc voilà, je voudrais vous dire juste que ce que je vous ai montré a été fait grâce à une équipe, en particulier Suzanne Lesage, qui travaille avec moi depuis très très longtemps, et puis tous les autres qui sont indiqués. Il y a un réseau national extrêmement efficace qui a contribué à recruter tous ces cas, et puis des collaborations en particulier avec nos collègues d'Afrique du Nord. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alexis, même si je vois vraiment pas de quoi tu parles, de la condescendance des neurologues, je peux pas voir. Des questions? Guy? J'ai une question, Guy Léners, pardon, Université CHU d'Angers. On cherche toujours des facteurs de susceptibilité par rapport à la maladie de Parkinson ou Alzheimer. J'aimerais savoir si à un moment ou à un autre, on a cherché des facteurs de protection éventuellement dans d'autres gènes qui permettraient d'expliquer les variations de pénétrance des mutations de susceptibilité à ces pathologies. Voilà. Oui. Alors Gaël a répondu à la question, hein, avec par exemple le variant APP qui est protecteur par son effet sur le processing de la protéine. Dans des gènes comme l'ARC2 ou GBA, dans lesquels on a une pénétrance qui est réduite, ce sont de très bons candidats pour chercher des facteurs soit protecteurs, soit aggravateurs en quelque sorte, qui vont moduler donc la pénétrance ou l'âge de début. Donc on est en train de le faire et il y a visiblement des facteurs génétiques. Là c'est un peu prématuré pour vous présenter des données, mais clairement il y a des facteurs génétiques qui sont capables de moduler ou la pénétrance ou l'âge de début chez les porteurs d'un facteur très fort de prédisposition. Oui, ça existe. Christelle? Merci beaucoup. Donc Christelle Thauvin à Dijon. En fait, j'ai vu arriver au cours des 18 derniers mois des demandes de recherche de C9ORF72. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'aurais bien aimé, voilà, vous nous disiez quand est-ce que c'est pertinent de le chercher, pas le chercher, d'autant plus qu'en termes de conseils génétiques et après pour la famille, c'est très inconfortable. Donc voilà. Bon, alors évidemment, C9ORF72, c'est vraiment différent parce que d'abord, on sait quels sont les phénotypes associés, que ce soit DFT ou SLA, bon, des maladies quand même particulièrement sévères, d'une part. D'autre part, la pénétrance des expansions est quasi complète, hein. Il y a de rares cas qui échappent, donc en termes de conseils génétiques, de diagnostic présymptomatique, c'est important. On ne le recherche pas devant une maladie de Parkinson, hein. Par contre, mais dans les DFT, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quand il y a une histoire familiale, on va retrouver les mutations dans 80% des cas. S'il n'y a pas d'histoire familiale, ça va être quand même 10 ou 20% des cas aussi. Donc les indications sont extrêmement larges. Dans la SLA, c'est un petit peu moins en proportion, mais donc finalement, dans une DFT et dans une SLA, c'est relativement justifié de le chercher. Et s'il y a une histoire familiale, encore plus. Je ne le fais jamais dans la Parkinson quand il y a une histoire dominante, il est expliqué jusque-là. Bon, on a testé des Parkinson, on a testé toute une série. On a trouvé des allèles intermédiaires chez quelques cas. C'est-à-dire entre 20 et 30 ? Oui, c'est ça. Et je crois vraiment qu'on ne peut pas dire que c'est des mutations C9, quoi. Pas. Ce qu'on a fait dans le Huntington-like. Alors non, s'il y a des histoires de démence, oui, ça devient... mais cela dit, dans la maladie d'Alzheimer typique, on n'en trouve jamais, hein, je pense. Je crois qu'il y a eu
quelques cas très rares, il y a eu très ponctuellement, ça a été décrit. Et à ma connaissance, pas dans des familles isolées. C'est-à-dire qu'on a des cas qui ont été trouvés dans des familles où il y avait de la SLA, il y avait un diagnostic de corps de Lévy, et il y avait un des phénotypes qui était Alzheimer a priori typique dans ce cadre-là. Il y a des formes un peu atypiques, mais qui sont quand même des DFT dans leurs lésions et dans leurs causes. Ouais. Tant qu'on n'a pas l'anapathe, de toute manière, on sait que même dans les centres experts, le pourcentage d'erreurs de diagnostic entre les différentes formes de démence, quand on peut faire un contrôle neuropathologique, rend humble le neurologue. Ça lui arrive. Alexandra, tu voulais intervenir? Non, mais je voulais juste dire, pour le facteur protecteur, il y a toujours le fait de fumer qui protège la maladie Parkinson. C'en est où? Bon, je ne me suis pas mis à fumer, mais certains, en tout cas, continuent. Non, mais c'est clair que c'est un facteur protecteur, oui, dans la maladie de Parkinson. C'est le seul facteur environnemental important qui pourrait jouer un rôle dans la pénétrance. Il n'y a pas encore eu véritablement d'études sur des formes génétiques pour voir quel est le rôle du tabagisme dans la pénétrance de ces formes à pénétrance incomplète, ou dans l'âge de début des autres, par exemple. Sylvie? Ça manque. Moi, j'ai une question, je ne connais pas du tout le sujet, donc elle est sûrement bête, mais les parents de Gaucher, donc le conseil génétique, du coup, est assez délicat. Donc, j'ai vu qu'il y avait des pistes thérapeutiques avec des chaperones, et le Gaucher, ça se traite aussi par enzymothérapie. Est-ce que c'est aussi une perspective Alors, je ne suis pas spécialiste du Gaucher, mais il me semble que l'enzymothérapie n'accède pas au système nerveux. Hein, et donc, pour des formes, pour prévenir une maladie neurologique, c'est un peu un problème. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres approches dans ces formes-là. Je pense que, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un conseil génétique ou des informations qui soient données aux parents de patients gauchers. Hein. Parce que c'est deux mondes un peu différents, celui du Gaucher et celui du Parkinson. Ouais, mais nous, on est un peu entre les deux. Donc, oui, justement, à vous de jouer. Mais ça reste des facteurs de risque, donc aujourd'hui... Mais... Oui, certes, mais quand même, en consultation, les facteurs de risque... Non, mais en tout cas, les interroger sur les antécédents de Parkinson dans la famille, ce serait quelque chose déjà, une première étape. Ouais, en fait, ces gens-là, ils sont concernés par une maladie grave chez leur enfant. Et je pense qu'on peut leur parler de ce qu'on fait. A priori, ça me semble délicat de leur en parler. Et je crois même qu'ils n'y attacheront pas beaucoup d'importance. Parce qu'ils ne sont pas dans ce problème-là dans le quotidien. Bien sûr,